Son nom est associé à la faillite du Liban. Riyad Salamé, visé par 2 plaintes ici en France. Le gouverneur de la Banque centrale est accusé de blanchiment et d'escroquerie. Les réactions à Beyrouth avec Zeyna Antonios. La France déconfine doucement. Nouvelle étape ce lundi avec le retour en classe des collégiens et en demi-jauge pour les lycéens. Fini aussi les restrictions de circulation. Et puis David contre Goliath, version numérique. Epic Games s'attaque Apple en justice. Une plainte a été déposée pour abus de position dominante. C'est une première aux États-Unis, nous dira Johanna Citruc. Bonjour à tous, la justice française va donc enquêter sur l'un des hommes les plus puissants du Liban, Riyad Salamé. Il dirige actuellement la Banque centrale depuis 28 ans. L'homme est visé par 2 plaintes ici en France. Il est soupçonné de biens mal acquis d'une valeur de plusieurs millions d'euros. Riyad Salamé est très connu au Liban. Beaucoup le considèrent comme le responsable de la faillite de l'État. Zeyna Antonios à Beyrouth. Riyad Salamé est pointé du doigt et accusé par beaucoup d'être responsable de la faillite de l'État, d'avoir très mal géré pendant plusieurs décennies le système financier et bancaire du pays. D'ailleurs, c'était l'un des personnages les plus conspués lors des manifestations et du soulèvement populaire au Liban. Il est, outre ces enquêtes maintenant qui sont ouvertes en France, il fait l'objet d'une enquête en Suisse pour des raisons similaires et il est aussi poursuivi par la justice libanaise pour manipulation du taux de change, entre autres. Ce que montrent aujourd'hui ces enquêtes en France, qui ont été instiguées par des Libanais qui n'ont plus accès à leur argent, qui souffrent de tout ce qui se passe, ça montre aujourd'hui à quel point les Libanais ont perdu confiance dans le système judiciaire du pays, à quel point on n'a plus confiance dans la justice libanaise, chose que l'on peut comprendre quand on sait que, par exemple, pour les explosions du port qui avaient fait 200 morts, l'enquête libanaise n'avance toujours pas. Donc les Libanais se tournent aujourd'hui vers l'international, dans ce cas-là vers la France, pour espérer obtenir réparation. La société civile reproche à Riyad Salamé beaucoup de choses, blanchiment d'argent, on lui reproche la corruption, d'avoir mal géré l'argent des déposants, d'avoir mal géré aussi les fluctuations du taux de change et aussi d'avoir très mal conçu cette histoire de subvention de certains produits. On lui reproche de puiser dans l'argent des déposants pour subventionner l'achat de certains produits au Liban. Riyad Salamé, pour sa part, s'est toujours défendu et il considère, et il l'a dit à maintes reprises, il considère qu'il est soumis à une campagne de dénigrement. En Iran, l'interview explosive de Mohammad Javad Zarif, l'actuel ministre des Affaires étrangères, brise un tabou. Il critique notamment l'ingérence d'Ali Khamenei dans la diplomatie. L'intouchable guide suprême a riposté, avec en ligne de mire la présidentielle dans quelques semaines. Tali Noudjan. Ces discours sont toujours scrutés attentivement. Celui de dimanche était particulièrement attendu. Le guide suprême iranien s'en est pris au ministre des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, sans le nommer directement. Certaines remarques ont été entendues ces derniers jours de la part de responsables du pays qui étaient surprenantes et regrettables. L'ayatollah Khamenei fait référence au scandale politique qui agite le pays à cause d'un enregistrement audio qui a fuité mercredi. Mohammad Javad Zarif y critique l'influence de l'armée dans la diplomatie iranienne. La controverse intervient alors que des pourparlers sur le nucléaire iranien sont en cours à Vienne. Certaines de ces remarques sont la répétition de commentaires hostiles de la part de nos ennemis ou de mots des États-Unis. Malgré des excuses sur sa page Instagram, c'est une fronde politique qui s'abat sur Zarif, très critiqué par le camp conservateur iranien. La polémique pourrait affaiblir les réformateurs qui souhaitent le voir candidat à la présidentielle du 18 juin prochain. Les listes électorales doivent être officiellement validées le 11 mai. Jusqu'ici, le ministre des Affaires étrangères a annoncé qu'il ne souhaitait pas se présenter. Le coronavirus en France, 5630 patients actuellement en réanimation, chiffre en baisse, et c'est un nouveau pas qui a été franchi vers le déconfinement aujourd'hui. Depuis ce matin, fini les restrictions de circulation, les Français peuvent de nouveau circuler entre régions. Et ce lundi marque aussi le retour en classe des collégiens et en demi-jauge pour les lycéens. Cela fait 1 mois qu'ils n'étaient pas retournés en classe. Sophie Piard. Premier jour de classe pour ces collégiens de la Marne, et comme toujours, on ne lésine pas sur le gel. Le spray le matin en arrivant et puis avant d'aller manger.
pour les élèves. Après les vacances et les cours à distance, les jeunes retrouvent leur établissement. Un retour en classe plutôt bien vécu par ces élèves de 3e. Moi, je suis contente parce que c'est plus pratique. Enfin, c'est plus facile d'apprendre en cours que chez nous. J'étais resté enfermé chez moi et je sortais très peu. Donc oui, ça fait du bien de retrouver ma classe. Pour certains cours, je voyais que je décrochais un petit peu, donc j'ai mieux d'être en présentiel. Ici, tout le monde reprend vite ses habitudes, notamment pour le protocole sanitaire. Pour nous, rien n'a changé. C'est toujours la même chose. On met du gel hydroalcoolique quand on rentre en classe, on porte le masque toute la journée et on ouvre les fenêtres. Dans ce collège de 412 élèves, seuls 6 cas de Covid ont été enregistrés depuis septembre. Des autotests sont en cours de livraison. Ce sont des autotests pour le personnel à raison de 2 par semaine. Alors plutôt un premier test en début de semaine et le deuxième autotest en milieu de semaine. Pour d'autres collégiens en France, changement d'organisation. Dans ces 15 départements où le virus circule le plus, les élèves de 4e et de 3e travailleront en demi-jauge. Exemple dans ce collège de Marseille, où les professeurs ont dû plancher pour s'adapter. Honnêtement, on va voir, c'est nouveau. Donc, on va essayer de faire au mieux pour faire quelque chose de clair et de suivi avec les élèves. Pour la direction, l'essentiel est que tous les élèves bénéficient des mêmes chances. Ils sont là un jour sur 2 et en fait, après, on a une organisation où on inverse entre semaine A et semaine B de manière à ce qu'on puisse respecter le principe d'équité. Ce travail en demi-jauge existe depuis plusieurs mois dans les lycées français. Dans tous les établissements, la classe fermera dès le premier cas positif de Covid. Et puis en Grèce, ce sont les terrasses qui ont rouvert. Après 6 mois de fermeture, la situation sanitaire s'améliore un peu. Les Grecs en profitent donc en ce lundi férié. Le secteur est durement touché. 6 établissements sur 10 sont menacés de fermeture. Alors le pays mise désormais sur le retour des vacanciers. Axel Simon. En Europe du Sud, le top départ de la saison touristique est lancé. Les enjeux économiques sont importants pour ces pays. En Grèce, Italie, Espagne et en France notamment, le secteur du tourisme réalise une grande partie de son chiffre d'affaires en période estivale. Pour la Grèce, en 2019, le tourisme représentait 20% du PIB. C'était 14% en Espagne, 13% en Italie et près de 9% en France. Et même si la pandémie n'est pas encore maîtrisée, l'objectif pour les pays du Sud est d'inciter les touristes à réserver dès à présent. Depuis quelques jours, la Grèce a commencé à rouvrir ses frontières en mettant fin à la quarantaine obligatoire pour les ressortissants européens et pour ceux d'une douzaine d'autres pays comme les États-Unis et le Royaume-Uni, à condition de présenter soit un certificat de vaccination, soit un test négatif. Un modèle imité par d'autres pays. Chypre compte ouvrir ses frontières la semaine prochaine, l'Espagne début juin. En France, on prévoit le retour des touristes étrangers à partir du 9 juin. Et là encore, en présentant un carnet de vaccination ou un test négatif. En parallèle de ce calendrier et de ces protocoles élaborés à l'échelle nationale, Bruxelles réfléchit à une réponse européenne. L'UE prépare la mise en place d'un pass sanitaire européen qu'elle souhaite opérationnel avant la fin juin. Ce lundi, la Commission a aussi proposé de permettre l'entrée sur le territoire européen aux voyageurs en provenance de pays tiers, pour ceux qui seraient vaccinés ou qui viendraient de pays où la situation épidémiologique est bonne. Une proposition qui doit être validée par les 27. Un bilan très lourd en Colombie, au moins 17 morts et 800 blessés à la suite d'une série de manifestations dans la rue. La plupart des victimes étaient des civils. Elles défilaient dans la rue donc contre une réforme fiscale qui a été suspendue depuis par le président. Ce sont des drames courants en Méditerranée, beaucoup moins au large des États-Unis. Un bateau qui transportait des migrants a chaviré près de la frontière avec le Mexique. Il y a au moins 4 personnes qui ont été retrouvées mortes. Cécile Galluccio. Des planches de bois et des débris. Voici tout ce qu'il reste du bateau de 12 mètres de long. Il s'est écrasé dimanche matin sur ces rochers, au large de San Diego. Il est 9h56 lorsque les gardes-côtes reçoivent un appel d'un autre navire. Une embarcation semble être en difficulté. À son bord, une trentaine de clandestins d'origine mexicaine. Très vite, les secours sont déployés. Une fois arrivé sur les lieux, le bateau avait été brisé. Il y avait des gens dans l'eau qui se noyaient, qui se faisaient aspirer par le courant. Pour tenter de sauver leur vie, les occupants du navire sont contraints de sauter à l'eau. Mais les conditions météorologiques sont difficiles. Des vagues de plus de 3 mètres, un vent glacial.
et un courant fort. Surtout, ils ne sont pas équipés pour affronter une mer déchaînée. Ces passeurs ne se soucient pas des gens qu'ils exploitent. Tout ce qui leur importe, c'est le profit. Ces gens ne sont que des marchandises pour eux. Et vous pouvez le voir à la façon dont ils les traitent. Un équipement de sécurité inadéquat et un navire vraiment mal équipé. 4 personnes sont mortes. Les survivants en hypothermie sont hospitalisés. Depuis mars, les États-Unis font face à un pic de traversée illégale à leur frontière avec le Mexique, la plupart du temps par voie terrestre. 172 000 migrants ont été arrêtés en 2 mois, un chiffre record en 15 ans. Notre page écho avec ce procès inédit qui s'ouvre aujourd'hui aux États-Unis. Le groupe de jeux vidéo Epic Games attaque un géant, Apple. Bonjour Johanna Citruc. Bonjour Julien. De quoi la marque à la pomme est-elle accusée ? Elle est accusée de profiter de sa position dominante, autrement dit de ne pas respecter les règles de la concurrence. En fait, le procès qui s'ouvre aujourd'hui fait suite à une bataille qui a commencé il y a plusieurs mois déjà. C'était l'été dernier. Cette bataille, elle a donc été initiée par Epic Games. Alors le nom comme ça ne vous dit peut-être rien. Pourtant, c'est un éditeur de jeux vidéo très connu, notamment le célèbre Fortnite, qui est un des jeux les plus populaires au monde. On peut y jouer sur différentes plateformes, donc évidemment sur des consoles, sur des ordinateurs, mais aussi depuis plus récemment sur des smartphones et sur des tablettes. Pour ceux de la marque Apple, donc pour les iPhones et les iPads, il suffit de télécharger l'application sur l'Apple Store. Le problème, c'est que tous les téléchargements payants qui sont réalisés sur cet Apple Store, ils sont taxés. La marque à la pomme prélève une commission de 30% et c'est justement ce que dénonce Epic Games. Le groupe a tenté quand même de contourner cette taxe en faisant payer les joueurs via sa propre application. Il n'en fallait pas plus pour agacer Apple qui a tout de suite retiré l'application Fortnite de son App Store. Et Epic Games, Johanna, n'est pas le seul à dénoncer cette taxe Apple, bien sûr. Non, il y a d'autres sociétés, notamment l'application de musique suédoise Spotify. On en a parlé pas plus tard que vendredi, puisque la Commission européenne lui a donné raison la semaine dernière, estimant que la marque à la pomme profitait effectivement de sa position dominante. Bruxelles a d'ailleurs émis ce qu'on appelle un avis préliminaire. Alors pour l'instant, ça n'a pas de conséquences, mais ça pourrait lui permettre dans le futur, si rien n'est fait, d'infliger une amende à Apple, une lourde amende. En revanche, pour ce qui est du procès qui s'ouvre aujourd'hui aux États-Unis, a priori, Epic Games a quand même peu de chances de gagner, de l'emporter, puisqu'il y a plusieurs raisons à ça. Premièrement, Apple est un géant qui sait évidemment très bien se défendre avec une armée d'avocats, on l'imagine. Deuxièmement, malgré la commission de 30%, l'application Fortnite a quand même bien profité de l'Apple Store, ce qui lui a permis de gagner des centaines, des milliers de joueurs. Troisièmement, pour Epic Games, qui rapporte le plus d'argent, ce ne sont pas forcément les téléchargements sur smartphone, mais les jeux qui sont achetés sur console. Et puis enfin, ça sera compliqué aussi de prouver la position dominante d'Apple, sachant que son système d'exploitation, l'iOS, n'est pas le plus utilisé au monde. C'est celui de son concurrent, celui d'Android, qui est le plus utilisé au monde. Voilà pourquoi ça semble assez compliqué de gagner ce procès, mais en tout cas, ça pourrait faire bouger les choses. Et Epic Games s'offre une bonne publicité. Merci beaucoup, Johanna Citruc, pour ce point écho. Et puis, bien sûr, nous ne les oublions pas, une cérémonie a été rendue à Ghislaine Dupont et Claude Verlon, nos confrères de RFI assassinés au Mali en 2013. Hommage à l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse. Le nom de Camille Lepage a également été cité. Cette jeune photojournaliste a été tuée en 2014 en Centrafrique. Leurs proches réclament justice et un débat public au Parlement sur le secret défense qui entraverait, selon eux, l'enquête sur la mort de ces journalistes. J'espère qu'un jour on verra un procès aboutir, mais ce qui est important, c'est aussi de se dire qu'il y a Camille et il y a tous les autres. Et si on parle de Camille, c'est aussi parler de tous ces journalistes qui ont été tués, sans être jugés, sans rien par la suite. Depuis le début, et cela va faire bientôt 8 ans, l'association se bat pour que l'usage du secret défense, en particulier par les autorités militaires, puisse être levé afin que nous connaissions la vérité sur les conditions de ce crime. Merci de votre attention. L'info continue sur France 24.